Deux chiffres illisibles ont arrêté net un camion de ciment. Sous le couvercle, des barils scellés ont relié une routine frontalière à une architecture clandestine transnationale silencieuse. Que change pour les riverains le nom d'Ibrahim Traoré? En quelques heures, une enquête patiente a déplacé le regard, reliant dates décalées, trajets réguliers et cargaisons banales à un test d'état discret, où la clarté factuelle prime sur les faits et où chaque donnée mesurable annonce des conséquences concrètes pour la vie quotidienne. Dans un Sahel marqué par l'instabilité institutionnelle persistante régionale actuelle. La promesse de ce récit est simple et exigeante. Comprendre comment une découverte apparemment banale devient un indicateur de risque concret, sans dramatisation ni minimisation. L'enjeu n'est pas de produire un choc narratif, mais d'expliquer un mécanisme. Ce que le public gagne tient en peu de mots. Lire les faits pour anticiper leurs effets réels. À partir d'éléments observés, l'analyse suit une méthode volontairement sobre, fondée sur les enchaînements vérifiables et leurs conséquences mesurables. Elle précise où la menace commence, comment elle circule et ce qu'elle peut altérer dans la vie quotidienne, depuis la sécurité physique jusqu'à la confiance sociale. Le cadre est délibérément resserré, il évite les slogans et les conclusions hâtives pour privilégier la comparaison avant-après, l'identification des signaux faibles et la traduction des données en implications compréhensibles. Le risque central n'est pas l'événement isolé, mais la répétition silencieuse qui révèle une organisation. À ce titre, chaque détail compte, car il peut signaler un basculement plus large. L'enjeu final est clair, savoir pour qui la situation change, à quel horizon et selon quelles conditions, afin que l'information éclaire des choix plutôt qu'elle n'alimente la peur. La première révélation est venue d'un chiffre discret mais décisif. Sur quelques semaines seulement, les volumes interceptés ont augmenté de manière continue. Cette variation, modeste en apparence, a signalé un passage d'une circulation diffuse à un flux déjà organisé. Ce n'était plus une suite d'accidents administratifs, mais le signe d'un système en mouvement. À partir de là, l'enquête a changé de nature. Elle n'était plus réactive, elle devenait structurelle. Ce déplacement a obligé les équipes à relire les faits autrement. Les dates ne coïncidaient pas par hasard, les trajets répétés n'étaient pas dus à la commodité, et les cargaisons ordinaires masquaient une logique répétitive. En replaçant ces éléments dans une chronologie élargie, les agents ont compris que chaque anomalie renforçait la précédente. L'accumulation faisait sens. Le chiffre initial servait désormais de pivot pour relier documents incohérents, itinéraires trop réguliers et volumes en hausse. Le contexte régional expliquait pourquoi ce signal comptait autant. Le Burkina Faso évoluait dans un Sahel marqué par l'instabilité politique et l'affaiblissement progressif des institutions. Les frontières longues et poreuses supportaient une pression constante, tandis que les contrôles reposaient souvent sur des routines épuisées. Dans un tel environnement, une variation mesurée n'est jamais neutre. Elle devient un indicateur de vulnérabilité, surtout lorsqu'elle se répète sans explication crédible. C'est à ce moment que le nom d'Ibrahim Traoré a commencé à servir de repère méthodologique. Depuis l'automne 2022, ces principes déclarés, discipline, souveraineté, rigueur, offraient un cadre pour interpréter les données sans surenchère. L'objectif n'était pas de dramatiser la situation, mais de l'ordonner. En comparant l'avant et l'après de cette orientation, les équipes ont lu les chiffres comme des signaux d'alerte plutôt que comme des exceptions tolérables. La mini-révélation n'a donc pas pris la forme d'un choc spectaculaire. Elle s'est imposée par cohérence. Ce qui paraissait banal révélait une architecture clandestine transfrontalière. Le basculement était clair, la menace n'était pas ponctuelle, elle était systémique. Deux figures ont servi de repères silencieux au début de cette phase. Awa, inspectrice des douanes, avançait par précision méthodique, consignant plaques, horaires et écarts minimes avec une rigueur presque invisible. Karim, lieutenant expérimenté au poste de Gawa, travaillait autrement, par mémoire du terrain, reconnaissant les chemins et les habitudes, comme on lit une carte intérieure. Leur complémentarité a transformé une intuition diffuse en observation continue. Envoyés pour regarder sans intervenir, ils ont passé des semaines immergés dans le flux ordinaire des convois. La fatigue des chauffeurs, la poussière des routes d'eau secondaires et la répétition des contrôles ont fini par révéler un motif.
toujours les mêmes créneaux, toujours des cargaisons de ciment, toujours l'absence de chantier crédible à l'arrivée. Ce patient relevé a déplacé l'échelle de compréhension. Les impressions isolées sont devenues des séries cohérentes, suffisamment solides pour être partagées et vérifiées. Le premier effet tangible n'a pas été une arrestation spectaculaire, mais un changement de posture. Les équipes ont cessé de traiter des cas isolés pour suivre des séquences. Awa a tracé une route d'ombre reliant plusieurs frontières. Karim a identifié les points où l'habitude remplaçait la vigilance. Ensemble, ils ont montré que l'impact venait de l'accumulation disciplinée, non d'un coup d'éclat. Cet ajustement a eu un effet humain immédiat. Les communautés frontalières, observant des contrôles calmes mais constants, ont commencé à signaler des anomalies. La confiance, fragile, a trouvé un premier ancrage. Le sens devenait clair. Une vigilance ordinaire, appliquée sans relâche, pouvait déjà modifier l'équilibre local sans violence ni mise en scène. L'enchaînement a commencé par une décision presque invisible. Ne plus considérer un camion isolé, mais une série entière de convois. Ce glissement, discret, a modifié la temporalité de l'action. Les équipes ont étendu la surveillance à plusieurs axes du sud-ouest, notant systématiquement horaires, plaques et répétitions. L'observation s'est installée dans la durée, parfois pesante, où chaque détail comptait davantage que l'intervention immédiate. Cette phase a imposé un rythme nouveau, fondé sur la constance plutôt que sur l'urgence. Puis est venu le premier point de bascule. À l'aube, un camion immobilisé a livré ses barils scellés. Sous le ciment, les agents ont découvert des explosifs instables, conditionnés de manière à limiter les soupçons, mais suffisants pour provoquer des réactions en chaîne. En quelques minutes, la frontière a cessé d'être une abstraction administrative. Elle est devenue une ligne fragile entre des villages entiers et un risque létal. Ce moment n'a pas produit de scène spectaculaire, mais il a changé la nature même de l'opération. La séquence suivante a élargi la menace. Les analyses ont révélé la présence de cyanure concentré d'une pureté incompatible avec un usage industriel légal local. Les experts ont expliqué qu'une fuite minime pouvait contaminer durablement une rivière. À cet instant précis, l'enquête a cessé d'être uniquement sécuritaire. Elle est devenue environnementale puis sanitaire. Le danger ne se limitait plus à un point de passage, il s'étendait potentiellement à des bassins de vie entiers. Un troisième mouvement a renforcé cette lecture systémique. En comparant les itinéraires, les équipes ont relié les cargaisons à des sociétés écrans établies dans plusieurs pays voisins. Les documents présentaient les mêmes incohérences, les trajets la même régularité. Des communications interceptées ont suggéré une coordination patiente, sans précipitation, reposant sur des relais multiples. Le trafic apparaissait désormais comme une organisation industrielle discrète, capable d'absorber des pertes sans se désagréger. La tension est alors montée sans bruit. Un soir de janvier, dans une zone balayée par le vent, les équipes ont tendu une embuscade silencieuse. Il n'y a pas eu d'affrontement. Les radios, les menottes et les scellés ont simplement marqué une étape supplémentaire. Chaque saisie ajoutait du poids à la preuve, renforçant la cohérence de l'ensemble. La montée en puissance ne venait pas d'un choc unique, mais de la répétition maîtrisée de gestes identiques. À mesure que les semaines passaient, les chiffres ont commencé à parler d'eux-mêmes. Les volumes d'explosifs saisis, la quantité de cyanure détournée et les caisses de médicaments falsifiés ont dessiné l'ampleur de ce qui aurait pu frapper les populations. Cette accumulation a fixé le sens de la séquence. Elle montrait que la menace n'était ni improvisée ni marginale, mais inscrite dans une logique durable. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré a pris une dimension particulière. Pour lui, cette succession d'événements validait une ligne claire. Privilégier la méthode sur les faits, la constance sur le spectaculaire. La chaîne des faits démontrait qu'une vigilance locale, lorsqu'elle est maintenue et documentée, peut se transformer en rempart national. Le point culminant n'était pas la saisie elle-même, mais la preuve qu'un système pouvait être lu, puis progressivement contenu. La lecture chiffrée a commencé par une base simple, puis par un déplacement mesurable. Au départ, les interceptions relevaient d'anomalies ponctuelles, dispersées dans le temps et l'espace. Quelques semaines plus tard, les rapports montraient une augmentation nette des volumes saisis, signe d'un passage progressif vers un flux structuré.
Ce basculement, sobre dans sa formulation, a servi de point d'ancrage analytique. Plus les volumes augmentaient, plus le risque potentiel s'étendait mécaniquement aux zones environnantes. Les ingénieurs l'ont résumé sans emphase. Une masse plus importante élargit toujours le champ de danger. Le premier indicateur concernait les explosifs. Les analyses techniques ont confirmé une instabilité suffisante pour provoquer des réactions en chaîne, même lors de manipulations limitées. Le delta, observé entre les premières saisies et les suivantes, indiquait une standardisation du conditionnement. Cette évolution traduisait un changement qualitatif clair. On ne transportait plus de manière opportuniste, mais selon un protocole régulier. Les spécialistes ont insisté sur un point précis. Chaque augmentation de volume multipliait le nombre de scénarios accidentels possibles sans qu'une intention immédiate soit nécessaire. Le risque croissait par simple accumulation. Un deuxième indicateur portait sur le cyanure. Les échantillons présentaient un niveau de pureté supérieur aux usages industriels légaux recensés localement. Cette différence, bien que technique, était décisive. Elle démontrait que le produit n'était pas destiné à une activité minière classique. Les toxicologues ont expliqué qu'une concentration plus élevée réduisait considérablement le seuil de contamination. Une fuite minime suffisait à affecter une large zone aquatique, avec des effets durables sur les écosystèmes et les usages humains. Ici, le delta ne se mesurait pas seulement en volume, mais en potentiel d'impact. La menace résidait dans la nature même du produit détourné. Le troisième indicateur concernait les médicaments falsifiés. Les caisses analysées contenaient des substances altérées portant des logos inexistants ou incohérents. Le contraste avec des produits conformes était net. Là où un médicament réglementé vise à soigner, ces contrefaçons introduisaient un risque sanitaire immédiat. Les pharmaciens consultés ont souligné que même à faible dose, ces compositions pouvaient aggraver l'état des patients ou retarder des traitements vitaux. Le passage d'un produit inefficace à un produit dangereux marquait un changement de catégorie. Il ne s'agissait plus d'un simple trafic, mais d'une atteinte directe à la santé publique. En superposant ces trois ensembles de données, les équipes ont obtenu une image cohérente. Explosifs instables, cyanure concentré et médicaments falsifiés suivaient tous une logique similaire. Progression des volumes, amélioration du conditionnement, répétition des itinéraires. La méthode, qui part d'une base puis mesure les écarts, permettait de relier ces éléments sans extrapolation. Chaque chiffre racontait une évolution précise du système sans recours à l'effet. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative avait une valeur stratégique particulière. Elle offrait un langage commun entre techniciens, agents de terrain et décideurs. Les données ne servaient pas à dramatiser, mais à hiérarchiser. Elles indiquaient où concentrer l'effort et pourquoi. Dans cette approche, la frontière cessait d'être une abstraction géographique. Elle devenait une ligne mesurable, tenue ou fragilisée selon des indicateurs concrets. La question ouverte n'était plus celle de la preuve, mais celle de la capacité à maintenir ce niveau d'attention dans la durée. Autour de l'opération, deux interprétations opposées se sont imposées, chacune appuyée sur des arguments recevables. La première, prudente, insiste sur les limites structurelles. Selon cette lecture, maintenir une vigilance aussi méticuleuse exige des ressources humaines et financières difficiles à soutenir dans la durée. Les institutions du Burkina Faso, éprouvées par des années d'instabilité, feraient face à une fatigue administrative réelle. Dans cette perspective, l'efficacité observée relèverait d'une fenêtre favorable plutôt que d'un changement durable. Les réseaux clandestins, rappellent ses défenseurs, s'adaptent rapidement, déplacent leurs itinéraires et testent sans cesse les failles. Le risque principal ne serait donc pas l'échec immédiat, mais l'usure progressive qui finit par recréer les conditions initiales. La seconde lecture, plus confiante, met en avant les résultats mesurables. Elle souligne la diminution constatée de certains flux après les premières saisies et la réorganisation interne des postes frontaliers. Pour ses partisans, la discipline appliquée a produit un effet d'entraînement. Les procédures sont devenues plus claires, la coordination entre douanes et unités civiles s'est améliorée, et la coopération des communautés locales s'est renforcée. Un point
est central dans cet argumentaire. L'opération n'a pas reposé sur un apport massif de moyens extérieurs, mais sur une réallocation rigoureuse des capacités existantes. Cette méthode, fondée sur la constance plutôt que sur l'intensité, serait donc reproductible dans d'autres zones comparables. Les faits invitent toutefois à dépasser cette opposition. Les données collectées montrent à la fois l'efficacité de la méthode et sa fragilité intrinsèque. Les volumes saisis confirment la réalité de la menace et la pertinence des contrôles. Mais la répétition même de ces contrôles révèle aussi la nécessité d'un effort prolongé, sans relâchement. Ni l'optimisme absolu, ni le scepticisme systématique ne résistent à l'examen attentif des chiffres. L'enjeu réel se situe ailleurs. Il ne s'agit pas de savoir si l'État peut réussir ponctuellement, mais s'il peut transformer une réussite opérationnelle en pratique durable. La question centrale devient celle de la continuité. Comment maintenir l'attention lorsque la pression médiatique retombe et comment éviter que la routine ne recrée les vulnérabilités initiales. C'est dans cet espace, entre succès démontré et fragilité persistante, que se joue la crédibilité de l'approche adoptée. À ce moment-là, on a commencé à sentir que la frontière changeait de nature. Ce basculement s'est cristallisé autour d'un élément longtemps jugé secondaire, les médicaments falsifiés découverts à Bora. Jusqu'alors, l'opération visait surtout des flux matériels perçus comme stratégiques. Avec ces caisses destinées à des hôpitaux ruraux, la menace a touché directement les besoins vitaux. Les agents ont compris que le trafic ne cherchait plus seulement à contourner l'État, mais à s'insérer dans les failles sociales les plus sensibles, là où les contrôles sont rares et les urgences permanentes. Cette découverte a modifié la lecture de l'ensemble du dispositif. Les explosifs et le cyanure représentaient un danger latent. Les médicaments, eux, annonçaient un risque immédiat pour des populations déjà fragilisées. Le centre de gravité de l'opération s'est déplacé vers la protection humaine. À ce moment précis, la ligne défendue par Ibrahim Traoré a pris un sens concret. Protéger la vie avant la règle, même lorsque la menace se dissimule dans un emballage médical ordinaire. Le soir même, l'incinération des produits saisis a marqué une rupture symbolique. Sans mise en scène, ce geste a clarifié l'objectif. Ce qui avait pu circuler par tolérance ne circulerait plus. À partir de ce point médian, chaque contrôle a été interprété à l'aune de cette priorité nouvelle. La vigilance n'était plus seulement technique, elle devenait morale, redéfinissant le cap de l'opération. Les effets de cette opération se sont déployés en cercles distincts, touchant différemment 4 groupes clés, chacun révélant une facette particulière de l'impact réel. Pour les institutions nationales, d'abord, la conséquence la plus immédiate a été un gain de crédibilité opérationnelle. Les postes frontaliers, longtemps perçus comme passifs ou routiniers, ont gagné en lisibilité. Les procédures, désormais répétées, documentées et comparables dans le temps, ont réduit l'arbitraire. Cette standardisation n'a pas produit de victoire visible, mais elle a installé une norme durable. L'action publique est devenue mesurable, non par des annonces, mais par la continuité des pratiques. Pour les décideurs, cette stabilité procédurale a offert un levier rare, suivre l'efficacité sans dépendre de récits spectaculaires. Pour les acteurs économiques locaux, l'impact s'est fait sentir de manière plus progressive. La diminution des flux illicites a desserré la pression sur les circuits légaux. Les marchés frontaliers ont retrouvé un équilibre fragile mais perceptible. Les transporteurs réguliers et les producteurs ont vu reculer une concurrence clandestine qui comprimait leurs marges et faussait les prix. Cette évolution n'a pas transformé l'économie locale, mais elle a restauré une prévisibilité minimale des échanges. Or, cette prévisibilité constitue une condition essentielle à toute activité durable. L'économie ordinaire, souvent absente des analyses sécuritaires, a ainsi bénéficié d'un effet indirect mais réel. Pour les populations riveraines, la transformation a été plus sensible encore. La vigilance accrue a modifié la relation quotidienne à la frontière. Là où dominait la résignation, une participation prudente a émergé. Les signalements d'anomalies se sont multipliés, non par zèle, mais par reconnaissance d'un effort partagé.
Les habitants ont perçu que leur quotidien entrait dans l'équation sécuritaire. Cette implication n'a pas effacé les tensions historiques, mais elle a ouvert un espace de coopération pragmatique. La frontière n'était plus seulement subie, elle devenait un lieu où l'attention collective pouvait produire un effet protecteur. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences ont dépassé le cadre national. Des services voisins ont observé avec intérêt l'approche adoptée. Sans discours conquérant, la méthode burkinabé a suscité des échanges techniques discrets. Des demandes d'informations ont circulé sur la coordination civilo-militaire et la lecture des données. Cette attention régionale a renforcé la portée de l'opération en la transformant en référence méthodologique plutôt qu'en modèle politique. L'influence ne passait pas par la démonstration, mais par la reproductibilité. Dans cette convergence des faits, la cohérence a compté autant que l'intention. En reliant sécurité, économie locale et confiance sociale, la méthode a montré qu'une action ciblée pouvait produire des retombées multiples. Pour Ibrahim Traoré, ces conséquences validaient une orientation stratégique, privilégier la constance mesurable à l'impact immédiat. La saisie elle-même importait moins que la modification progressive des comportements autour de la frontière. La conséquence la plus durable n'était pas visible sur un rapport, mais inscrite dans des gestes répétés, désormais intégrés au quotidien. Dans le scénario de base, la dynamique actuelle se maintient sans accélération majeure. Les contrôles restent rigoureux, les routines disciplinées et les communautés poursuivent des signalements prudents. Les réseaux illégaux déplacent progressivement leurs itinéraires vers des zones moins surveillées sans disparaître. Les flux interceptés diminuent lentement puis se stabilisent à un niveau résiduel. Si cette continuité est tenue, la frontière s'installe dans une stabilité exigeante, faite d'efforts quotidiens plutôt que d'événements marquants. Le coût humain et administratif demeure élevé mais supportable. La réussite tient alors moins à un résultat spectaculaire qu'à la capacité de durer sans relâchement. Dans le scénario optimiste, l'effet d'entraînement dépasse le cadre initial. Si la discipline interne se consolide et si les échanges techniques avec les pays voisins s'intensifient, la méthode gagne en portée. Les contrôles deviennent plus prédictifs, fondés sur la lecture partagée des données et l'anticipation des trajectoires. Les circuits économiques légaux retrouvent un souffle plus durable, libérés d'une concurrence clandestine persistante. Les communautés frontalières s'approprient davantage les mécanismes de vigilance, renforçant la prévention. Dans cette hypothèse, la frontière cesse d'être un point de friction pour devenir un espace géré où la prévention prime sur l'interception, sans hausse spectaculaire des moyens. Le scénario défavorable repose sur un relâchement progressif. Si une crise économique, une rotation rapide des personnels ou une fatigue institutionnelle affaiblit la discipline acquise, les réseaux testent à nouveau les failles. Les contrôles se routinisent, l'attention baisse et les flux clandestins réapparaissent sous des formes modifiées. La menace ne se manifeste pas par un choc immédiat, mais par une érosion silencieuse de la confiance. Les signalements diminuent, la coopération se délite et l'opération perd sa capacité dissuasive. Le risque principal n'est pas l'échec visible, mais l'illusion que le danger aurait été contenu. Ces trois trajectoires invitent à une même recommandation de fond. Penser la vigilance comme une culture, non comme une réponse ponctuelle. Si l'attention est entretenue par des routines claires, des indicateurs partagés et une responsabilité distribuée, alors la frontière reste tenue. Sinon, l'effort s'épuise. La question centrale devient celle du choix collectif. Quelle discipline maintenir lorsque la pression immédiate retombe ? Pour les personnes directement concernées, l'opération a modifié des perceptions installées depuis longtemps. Dans les zones rurales frontalières, le premier changement a été un sentiment de respiration mesurée. Là où l'incertitude dominait, une vigilance partagée a commencé à prendre forme. Les habitants ont compris que leur observation quotidienne pouvait prévenir un danger réel. Certains se sont identifiés comme relais discrets, signalant des anomalies sans s'exposer inutilement. Cette implication prudente a renforcé un lien fragile entre communauté et agents, sans effacer les tensions, mais en les rendant discutables. Dans les centres urbains, l'impact s'est exprimé autrement. Les postes de contrôle, autrefois associés à la lenteur ou à l'arbitraire, ont gagné en crédibilité. Des récits ont circulé,
évoquant des vérifications plus cohérentes et des procédures lisibles. Sans campagne officielle, une confiance pragmatique s'est installée. Les citadins ont perçu que la sécurité ne relevait pas uniquement de discours, mais d'actes répétés et observables. Cette perception a modifié le rapport à l'autorité, non par adhésion idéologique, mais par reconnaissance d'une méthode stable. Pour les jeunes, enfin, l'opération a offert un repère différent. Observer des agents agir avec constance et précision a contrasté avec les récits héroïques habituels. Des séances d'information locale ont transmis des outils simples pour reconnaître des cargaisons suspectes et comprendre les risques sanitaires. Ce transfert de connaissances a relié responsabilité individuelle et protection collective. La sécurité cessait d'être abstraite pour devenir compréhensible, inscrite dans des gestes ordinaires. Ces trois regards convergent vers un même effet. L'opération n'a pas suscité d'enthousiasme spectaculaire, mais une normalité nouvelle. La vigilance est devenue un réflexe partagé, non une contrainte imposée. Ce changement discret, ancré dans les pratiques quotidiennes, constitue un impact durable. Il montre que la protection efficace ne repose pas sur la peur, mais sur la compréhension et la répétition. Quand chacun sait ce qui compte et pourquoi, l'attention peut se maintenir même en l'absence d'urgence visible. D'abord, il s'agit de centraliser le renseignement frontalier. Chaque poste alimente une base commune, où itinéraires, dates et volumes sont croisés en continu. Les responsables opérationnels assurent la cohérence des saisies, tandis que les analystes identifient les anomalies récurrentes. Le calendrier est immédiat, avec une montée en charge progressive. La mesure du succès repose sur deux indicateurs simples, la rapidité de détection et la baisse des incohérences non expliquées dans les rapports. Ensuite, l'effort se concentre sur l'éducation civique locale. Dans des villages prioritaires, des agents expérimentés expliquent les signaux faibles et les procédures de signalement sécurisées. Les sessions sont courtes, répétées, adaptées aux contraintes locales. L'horizon est trimestriel. L'indicateur retenu n'est pas le volume d'alerte, mais leur pertinence, évaluée par le taux de confirmations ultérieures. Cette approche vise à transformer l'attention diffuse en contribution utile, sans exposer inutilement les habitants. Puis, la coordination civilo-militaire est renforcée. Des patrouilles conjointes harmonisent les contrôles et réduisent les délais d'intervention lors des interceptions. Les chefs d'unité définissent des créneaux communs et des protocoles partagés, l'échéance est semestrielle. La performance se lie dans la cohérence des rapports et la diminution des redondances opérationnelles. Parallèlement, un volet concerne la réorientation économique. Des programmes ciblés proposent des microcrédits et un accompagnement aux acteurs repentis afin de convertir des compétences logistiques vers des activités légales. Les autorités locales pilotent avec un suivi annuel fondé sur la pérennité des entreprises créées. Enfin, une évaluation indépendante menée chaque trimestre consolide l'ensemble. 3 indicateurs sont suivis. Incidents évités, participation communautaire et confiance publique. Cette architecture traduit l'approche défendue par Ibrahim Traoré. Discipline vérifiable, continuité plutôt qu'effet d'annonce. Le point décisif reste la constance quotidienne, seule capable d'ancrer durablement les progrès. Dans la lumière poussiéreuse d'un après-midi ordinaire, Awa est revenu sur la route étroite où tout avait réellement basculé. Rien n'y signalait l'importance du lieu. Les traces de pneus s'effaçaient déjà et le silence rappelait les longues heures d'observation sans action. Pourtant pour elle, cet espace résumait une transformation lente, le passage d'une vigilance résignée à une attention assumée, construite jour après jour. Ibrahim Traoré s'est arrêté quelques pas en retrait, sans discours ni mise en scène. Il savait que cette route n'était pas un symbole politique, mais une frontière morale. C'est ici qu'une anomalie minuscule avait ouvert une brèche décisive, pas par la force mais par la constance. Cette reconnaissance silencieuse valait plus qu'un communiqué officiel, parce qu'elle rendait visible un effort invisible. Awa a alors touché la note pliée qu'elle conservait depuis le premier décalage relevé. Un rappel simple, une observation rigoureuse peut déplacer des équilibres entiers. Autour d'eux, rien n'avait changé en apparence. Et pourtant, tout était différent. Les contrôles, les réflexes, les relations avaient été réordonnés autour d'une idée sobre, partagée. La phrase s'est imposée sans emphase, comme une évidence.
La constance protège plus que le bruit. Au crépuscule, la vie ordinaire a repris sans fanfare. Les contrôles sont restés visibles, mais discrets, intégrés au rythme des échanges quotidiens. Cette normalité nouvelle n'a rien d'un triomphe. Elle traduit une vigilance devenue habitude, portée par des gestes répétés plutôt que par des annonces. Les autorités ont rappelé un message simple. La protection durable ne cherche pas l'applaudissement, elle demande l'attention partagée. Dans les villages, comme dans les villes, cette idée a pris une forme concrète, faite de signaux transmis sans éclat et de procédures tenues dans la durée. La portée de cette expérience dépasse un événement précis. Elle interroge une société sur ce qu'elle accepte de maintenir lorsque l'urgence s'éloigne. Documenter, corriger, recommencer. Ces choix sont modestes, mais exigeants. Ils reposent moins sur des moyens exceptionnels que sur une discipline collective et vérifiable. L'enjeu n'est pas d'adhérer à un récit, mais de comprendre une méthode et ses conditions de tenue. La question finale s'adresse à chacun, sans injonction. Que devient une frontière lorsque ceux qui la vivent décident de rester attentifs? Et plus largement, quelle communauté se construit quand la vigilance cesse d'être une réaction pour devenir une culture commune, patiente et partagée? Le débat reste ouvert, informé par les faits, nourri par l'expérience et prolongé par l'échange.